Donc moi, je m'appelle André Charignon, je suis menuisier, on va dire que ça fait 40 ans que je fais de la menuiserie, du moins j'ai commencé il y a 40 ans. Des fenêtres, j'en ai posé effectivement des centaines, peut-être des milliers. Et je vais vous parler de mon expérience de la pose des fenêtres. Je suis installé à Couzon-au-Mont-d'Or. Je vois qu'il y a plein de menuisiers dans le coin. Je suis installé à Couzon-au-Mont-d'Or et depuis quelques temps, on fabrique nos fenêtres. Voilà. On est 11 personnes et on fait aussi de l'agencement. On est équipé pour faire ça. Et Thierry. Moi, c'est Thierry Picard. Je suis artisan menuisier d'une multinationale de 3 personnes. Donc, c'est pour vous dire combien l'entreprise est artisanale. Je suis essentiellement poseur sur Lyon et on travaille en rénovation d'appartements. Donc, la fenêtre lyonnaise, ça fait une quinzaine d'années que je la pratique sur Lyon, qui est un petit peu mon terrain et ma pratique au quotidien. Et ça fait à peu près donc 25 ans que je suis dans les métiers du bois. Donc je suis aussi très content d'être là. Ce qu'on souhaite avec André, c'est, étant donné que c'est une première et qu'on s'adapte à ce type d'exercice, c'est que ça soit assez vivant, c'est-à-dire que globalement, on va pas faire notre petit exposé et puis attendre la fin. Il y aura des questions mais n'hésitez pas. On souhaite que ça soit un petit peu interactif, mais sans ordinateur, quoi. C'est-à-dire que s'il y en a on a nos techniques de pose, on a nos techniques de mise en œuvre, mais évidemment, il y en a beaucoup. Et il y a aussi des techniques différentes, donc votre rapport pourra être intéressant, que vous soyez du métier du bois ou pas, et vos questions aussi, et on en profitera pour échanger sans pour autant attendre la fin et les éternelles questions à la fin. Donc n'hésitez pas, vous levez la main, moi je me déplacerai avec le micro, je l'amènerai s'il faut, s'il n'y a pas de micro, on s'organisera à façon. Voilà. Juste une petite question, André, si tu me permets. Les gens qui sont menuisiers dans la salle, il y en a combien à peu près, en levant la main, juste pour... Ok, on va peut-être éviter de dire trop de bêtises alors. Voilà, mais bon, c'est André qui va les dire en principe. Bien, donc notre intervention, le but de notre intervention, c'était pour faciliter le choix de la méthode de pose. Pourquoi on va choisir telle méthode ou telle autre? Et dans les méthodes, c'était soit une méthode pose en rénovation, c'est-à-dire en conservant le cadre existant, ou bien soit une méthode en dépôt sodal, c'est-à-dire en déposant complètement le cadre. Et puis on avait après d'autres solutions pour l'isolation qui sont de remplacer uniquement le vitrage quand c'est possible. Donc notre intervention consiste à vous expliquer chacune de ces solutions. Donc, nous avons choisi pour ça un cas bien précis qui est changer les fenêtres dans l'ancien, dans un bâti sur Lyon, donc dans un bâtiment en pierre. Les fenêtres, c'est souvent posé de la même façon et on a choisi ce cas-là. Avant d'aller plus loin, on a besoin de vous donner quelques clés. Alors bien sûr, pour les menuisiers, peut-être qu'il n'y a pas besoin, mais pour d'autres, il y a besoin. Donc on soit bien d'accord sur une fenêtre. Donc dans une fenêtre, comme il y a ici, on a la partie dormante de la fenêtre, donc c'est la partie qui ne bouge pas. Donc ça a beaucoup d'importance. Pour ceux qui ne se connaissent pas, la partie dormante. Et puis la partie ouvrante. Cette menuiserie, elle va être posée dans la maçonnerie. Voilà. Et donc on voulait vous parler de... Dans le bâti ancien, effectivement, il y a la maçonnerie. Sur le bas de la fenêtre, on est posé sur une coudière ou un appui. Il y a une petite partie surélevée qui est aussi en maçonnerie, qui s'appelle le regingot. Je ne sais pas si tout le monde connaît ces définitions-là, mais ça a beaucoup d'importance. Et puis la pièce de bois qui, elle, est dormante, mais qui est en bas, s'appelle la pièce d'appui. Ça a un peu d'importance. Sur le haut, bon, le haut, c'est le linteau, et la pièce en haut, qui est dormante aussi, c'est la traverse dormante haute.
Pas de questions? Tout va bien? Donc on est d'accord que la dépose totale, ça va consister à enlever tout ça? Oui. D'accord. Et pour retrouver la maçonnerie. Voilà. Non. Là, on a une coupe horizontale. Et là aussi, ça a de l'importance quand on va vous expliquer les choses. On a une largeur tableau. Donc la largeur tableau, c'est la largeur, on va dire, entre les jambages maçonnerie. Voilà, largeur tableau. Là, on est à l'extérieur. À l'intérieur, on a soit, s'il y a des embrasures bois, une largeur entre embrasures bois, ou bien, si c'est en plâtre, une largeur entre embrasures plâtre. Ça a de l'importance parce que quand on va déposer complètement une menuiserie, on travaille souvent dans un lieu qui est habité. Si c'est pas habité, c'est bien, mais souvent dans un lieu habité. Donc il faut pas tout dégrader. La décoration intérieure est souvent déjà faite. Donc il faut faire le moins de dégâts possible. Donc la difficulté, souvent, quand on fait de la dépose totale, c'est comment on va rentrer notre menuiserie. Et l'autre difficulté, ça va être comment on va rentrer notre menuiserie et faire une étanchéité pour que la menuiserie réponde aux fonctions qu'on lui demande. Jusque-là, tout va bien? Ça va toi aussi? Moi, ça va très bien. Je me dis déjà que c'est peut-être un métier, quoi. Déjà d'essayer de faire rentrer une fenêtre complètement dans un site occupé, sans faire de dégâts, sans faire de poussière. Voilà. Ça laisse un peu de travail, quoi. Alors maintenant, on voulait vous faire travailler et savoir, alors c'est bien qu'il y ait plein de menuisiers, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une fenêtre? Une fenêtre, ça sert à quoi? La lumière. Je me note. Et ben c'est vrai que ça pourrait être la première définition. Oui. Et puis Isolation. Ouais. Alors, isolation thermique ou phonique? Thermique. Phonique. Phonique. J'ai entendu fermé. Fermé, donc on va dire. Ça sert à aérer la pièce, hein? Fermé. Ventilation. Ouais. Faut voir ce qu'on a mis nous, hein. Ouais. C'est vrai que c'est plutôt pas bête quand ça ferme parce que sinon ça peut être embêtant, quoi. On l'oublie, quoi. 3. Est-ce qu'il y a d'autres sur une fenêtre basique, a priori, qu'est-ce qu'on va avancer comme esthétique, ouais. Oui. Ouais. Étanchéité à l'eau et à l'air. Ah voilà. C'est pas bête ça non plus. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors, à l'eau et à l'air, ça peut peut-être faire deux problèmes. Vous êtes menuisier? Ouais. Voilà. Protection. Protection, oui, c'est... Oui. Vent, solaire. Hein, ok. C'est bon? On a fait le tour? Ça vous va? On n'en a pas mis plus, nous. Hein. Bon, maintenant, nous, pour un menuisier, c'est vrai que c'est la première fonction, c'est la lumière. Mais pour un menuisier, on va classer ça autrement. Et je pense que ça a beaucoup d'importance quand on pose une menuiserie, d'avoir un ordre. Voilà. Quelle est la priorité de classement pour un menuisier? Laquelle? À l'air? Ouais. Alors, exactement. Pour nous, la priorité, effectivement, la première des choses, c'est l'étanchéité à l'eau. C'est renvoyer l'eau à l'extérieur. Parce que si une menuiserie, elle laisse rentrer l'eau à l'intérieur, eh ben, elle ne remplit pas sa fonction. Ouais. C'est pas foncièrement une fonction commerciale de dire au client, la première chose qui compte, c'est que l'eau ne rentre pas chez vous, quoi. Et pourtant,
C'est ce qu'on Et attend. pourtant, dans le bâti ancien, c'est vraiment ce qui est le plus important, quoique même... Même dans le neuf, quoi. Même dans le neuf, Ou en tout cas, ça va être une problématique qui va se poser si, en tout cas, on ne respecte pas et si on ne veille pas à ce que la menuiserie renvoie l'eau. Voilà. C'est la première des choses. La deuxième des choses pour nous, c'est être étanche à l'air, qui est une barrière thermique, phonique. Il y en a qui l'ont dit. Ensuite, après, ça peut peut-être se mélanger. Apporter de la lumière, s'ouvrir facilement pour aérer, vous l'avez dit. Reprendre la décoration de la façade et de l'intérieur, parce que malgré tout, souvent, une menuiserie, ça donne le style à la façade. On a beaucoup de clients qui veulent pas mettre les petits bois et à la sortie, pour une économie minime, ils enlèvent le cachet de la façade. Et puis, durer dans le temps, bon, là, il y a un vaste débat, mais je ne sais pas si on pourra en parler un petit peu. La durabilité, là aussi, c'est peut-être pas une fonction commerciale. En tout cas, on peut peut-être l'avancer, mais on en parlera. Ce sera intéressant d'avoir votre avis là-dessus, parce que dans les différents types de poses, on sait pertinemment qu'il y a une des deux solutions qui sera moins durable. Forcément, si on pose une fenêtre en rénovation, on n'en pose que la moitié. Donc, on garde l'autre moitié. Mais bon, est-ce que c'est un atout commercial ou pas? C'est autre chose. On l'abordera un petit peu plus tard. Parce que... C'est vrai que quand on remplace des menuiseries, elles sont là des fois depuis 100 ans, depuis 150 ans. Et on les remplace. Les menuiseries que l'on remplace, je ne sais pas si elles dureront 150 ans. Ouais. Et puis, quelque part, on se rapproche aussi un peu de notre décennale, du DTU, quand on part sur ce qu'on doit, en tout cas. Donc, c'est quand même bien de l'avoir en tête, parce qu'on a des clients en face qui peuvent parfois aussi être très bien informés, ou en tout cas, qui peuvent s'informer assez rapidement aujourd'hui sur ce qu'on doit, en tout cas, quand on pose une menuiserie, quoi. Alors, donc moi, je dois vous parler de la dépose totale. On s'est partagé le boulot. Ouais, bon courage, André. Plus personne n'en fait. Mais bon. La pose de la fenêtre en dépose totale, c'est l'occasion de reprendre la liaison entre la menuiserie et le mur. Contrairement à la pose de la fenêtre en pose en rénovation. Donc, on enlève complètement le dormant, on retrouve le mur. Et on va regarder effectivement comment on va retrouver le mur. Ça permet aussi, et ça arrive souvent, il y a des fois des rénovations où le maçon, et il y en a ici, il nous enterre la pièce d'appui. Ce qui fait que l'eau qui coule le long de la menuiserie, elle n'a qu'une solution, c'est rentrer dans le mur. Ça arrive souvent. Avec certains maçons, on va dire. Non, mais pas les maçons d'ici. Non, pas les maçons d'ici, ceux qui sont jeunes. Et puis la dépose totale, c'est aussi obligatoire dans certains lieux protégés, c'est-à-dire effectivement dans Lyon, dans les sites classés, il y a plein d'endroits où on n'a pas le droit à la pose en rénovation, où on n'a pas le droit à la pose de menuiserie en PVC, où on n'a pas le droit de pose en aluminium. On doit mettre du bois peint en dépose totale. Donc secteur protégé type bâtiment de France, environnement géographique UNESCO. Bon bah là, vous pouvez le rappeler. Si toutefois vous êtes en concurrence avec quelqu'un qui pose des fenêtres PVC à côté de la place Bellecour ou du côté de Saint-Jean ou sur un site même extérieur non urbain mais autour d'un château, il y a quand même des réglementations qui sont en vigueur, qui sont très rarement appliquées, ou en tout cas c'est quand même bien qu'on ait tendance un peu à le rappeler, parce que poser une fenêtre en rénovation, qu'elle soit en bois ou en PVC ou en aluminium, eh bien, il y a des secteurs où c'est interdit. Voilà. Donc il y a un organisme qui s'appelle le STAP, donc, qui est patrimoine. Service territorial, voilà, service d'architecture et du patrimoine, donc, et qui donne des fiches comme ça. Enfin, on les télécharge sur le site. Voilà. Et bon, ça c'est sur les fenêtres où effectivement ils disent que la pose en rénovation est proscrite, que la pose de menuiserie PVC est interdite, et ils donnent leurs recommandations pour poser des menuiseries dans les endroits classés de Lyon.
Alors on entend bien que c'est la réglementation en vigueur. Dans la pratique, il y a des petits contrastes, quoi. D'abord, il y a le contraste du client, qui ne veut pas forcément qu'on vienne tout déposer chez lui. Il y a le contraste du client qui a évidemment eu un devis de fenêtre PVC, par exemple, et on arrive avec notre bois, bonjour. Et on va même lui rappeler que peut-être dans son immeuble, c'est interdit par le règlement de copropriété. Donc c'est pas évident, mais ça peut quand même être un argument de temps en temps de se dire on va se différencier et puis on va simplement rappeler que dans un certain type de secteur, ben non, voilà, la réglementation elle est là, quoi. Parce que ça nous engage, nous menuisiers aussi, quand on pose une fenêtre qui est interdite, on peut très bien la déposer, hein, pour en remettre une plus conforme à la réglementation. On peut aussi avoir ce genre de situation, hein. Elles ne sont pas fréquentes, mais on a tous des collègues qui se sont fait embêter un jour ou l'autre pour une pose de menuiserie non conforme à une réglementation en vigueur dans un périmètre protégé, quoi. Donc c'est un élément qu'il faut quand même avoir quand on est dans une future vente de menuiserie. Voilà. Alors, maintenant, on va parler des avantages de la dépose totale. Alors, quand on fait une dépose totale, quand on change le dormant, qu'on retrouve le mur, l'avantage, c'est qu'on a davantage de lumière. Mais on peut l'expliquer peut-être davantage de lumière par rapport à la pose en rénovation. Ah oui, c'est on peut reprendre l'étanchéité entre le mur et la menuiserie. Bon, je vais faire l'assistante, hein, vous ne rigolez pas. Si vous voulez. Donc en fait, quand on a une dépose totale, on a les deux cas, quoi. Dépose totale, menuiserie changée complètement ici. Et quand on a une pose rénovation, le pré-cadre, donc ici, qui va se poser sur l'ancienne fenêtre. Ouais. Ou bien, si on se dit que ça, c'est l'ancienne fenêtre, on vient bien sûr se poser par-dessus. Et quand on dit qu'on gagne de la lumière, c'est qu'effectivement, quand on pose ça comme ça, ben, on a tout ça comme masse de bois, plus l'ancienne masse, alors que si on n'a que l'ouvrant, on en a beaucoup moins. Donc l'avantage, c'est davantage de lumière, la liaison avec le mur est refaite, et on peut dire que c'est plus durable puisqu'on change les bois, et surtout la partie basse du bois, la pièce d'appui qui est souvent dégradée. L'inconvénient, c'est que c'est un travail de grosse œuvre. C'est vrai que c'est un gros boulot. On démonte la menuiserie, on met de la poussière dans la maison. Bon. Donc les inconvénients, travail de grosse œuvre. Et puis c'est vrai quand il y a des volets qui sont fixés sur la menuiserie, bah, faut les reposer. Tous les menuisiers sont d'accord avec moi ? Alors, quand on a démonté la menuiserie, on va faire un diagnostic. Alors, souvent, on fabrique la menuiserie avant, donc on prend des codes avant. Donc, le diagnostic, c'est vrai qu'il faut le faire au moment où on fabrique. Heureusement, les anciens travaillaient toujours à peu près pareil. Hein. Et bon. Ouais, on a peu de... On peut avoir des surprises à la dépose, on peut avoir des surprises, on peut se tromper aussi, hein, parce que l'avantage, c'est que le menuisier, il est humain. Donc c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on n'a pas de laser dans les yeux. Quand on a des embrasures bois intérieures pour une dépose totale, il faut quand même avoir une certaine expérience, ou en tout cas essayer d'apporter, on va dire, les quelques erreurs du passé pour ne pas les reproduire. C'est quand même pas si simple, quoi. On n'aurait pas inventé la fenêtre rénovation, finalement, si la dépose totale n'apportait pas ces quelques complications, quoi. Parce que la dépose totale, pour moi, je pense que pour mon collègue, c'est un travail de menuisier. C'est un métier. On ne discutait pas le métier du menuisier. Il y a 50 ans, il intégrait la fabrication, la pose de ses menuiseries, le cercueil s'il est à la campagne. Aujourd'hui, la fenêtre,
Elle est encore dans le giron du menuisier, mais elle est aussi dans le giron de vendeur, elle est aussi dans le giron de gens qui sont fenêtriers. On a créé un nouveau métier, quoi, qu'on a perdu, hein, bien sûr. Hein. Donc, qui est un petit peu de technique quelque part, c'est peut-être la seule issue encore pour essayer de conserver ce qui nous appartient ou ce qui nous appartenait, ou en tout cas essayer de récupérer ce qui nous a un peu échappé. Alors, il va de soi que ce type de pose, je l'ai dit tout à l'heure, mais si vous avez jamais posé une fenêtre en bois en remplacement complet, avec une embrasure intérieure, des volets bois, une fenêtre qui fait 2,40 m de haut, dans un secteur protégé, avec des passants en bas, enfin bon, on est d'accord quand même que là, ça ira un peu plus lentement. Mais c'est pas grave d'aller lentement si on fait bien le travail. Oui, oui. C'est sûr qu'il faut une journée pour remplacer une fenêtre en dépose total et encore quelquefois, alors qu'il faut peut-être un peu plus d'1 heure pour la faire en rénovation. Donc, ce qui va être important dans la dépose totale, c'est pour un menuisier de savoir comment renvoyer l'eau à l'extérieur. Donc, on a dit, la menuiserie, elle va prendre l'eau, effectivement. Et donc, ce qui est important, ça va être le bas qui est important. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rejingot? Souvent, dans les menuiseries en pierre, enfin dans les bâtiments en pierre, il n'y a pas toujours de rejingot en bas. Soit il faut le recréer. J'appuie? Ça, on le voit, voilà. Effectivement, il faut regarder l'appui en pierre s'il y a un rejingot. Parce que ce rejingot, il est là pour arrêter l'eau et le renvoyer sur l'extérieur. Donc, on peut avoir à le recréer. Et nous, notre méthode, quand on a besoin de recréer, et je pense que j'ai plein de collègues ici qui font pareil, soit c'est de remettre un bois à la place du rejingot quand il n'y en a pas. Un bois plutôt imputrescible, bien sûr. J'irais de l'IP, par exemple, parce qu'on est assez tranquille, avec un joint dessous, un joint, on va dire comprimande, plus un joint silicone, hein, silicone ou polyuréthane. Soit, et ça nous arrive, nous, de refaire un rejingot en ciment. C'est-à-dire, on coupe le bas de la menuiserie, on dépose la pièce d'appui actuelle, on laisse les ouvrants en place, et on remet 2 tasseaux, on refait un rejingot en ciment, et le lendemain, on vient reposer la menuiserie. Alors, quand il n'y a qu'une menuiserie, c'est pas très bien, mais qu'il y en a 6, 7, 8, ça nous permet la veille de faire ça, et le lendemain de venir s'appuyer sur quelque chose de dur. Il y a d'autres méthodes dans la salle de gens qui font un peu différemment? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui reprennent les rejingots en ciment. Ah, si. Ah ouais. D'accord, ouais. Et vous faites pareil? Ouais, en général. Bon, ouais, en compact, en résine. D'accord, ouais. D'accord. Alors, moi aussi, je prends beaucoup plus de précautions. Quand une menuiserie est en étage, exposée au vent, au sud ou à l'ouest, beaucoup plus de précautions que quand elle est au nord ou à l'est, chez nous, parce qu'il y a moins d'exposition, et quand elle est au rez-de-chaussée, quoi. Plus elle est haute, plus elle est exposée, plus elle va devoir résister à la pression du vent, et on sait bien que la menuiserie, en fait, pour renvoyer l'eau, elle a des gorges de décompression à l'intérieur qui sont faites pour, justement, amortir cette pression du vent et de l'eau. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat quand on est en étage et exposé chez nous, à l'ouest ou au sud, alors que, bon, quand on est à l'est, si c'est un peu moins... On fait un petit peu moins attention, on va dire. Donc, si on a une fenêtre au sud ou au nord, on fait mieux sur celle du sud, quoi. C'est ça que tu... Eh ouais. Eh ouais, si jamais le rejingot est pas super au sud, on va vraiment le soigner beaucoup plus qu'au nord. Ouais. On peut retrouver une application sur les iPhones ou sur les téléphones portables avec une boussole encore, on sont un peu perdus. Mais... Ou alors on peut faire bien sur toutes les fenêtres. Je ne sais pas si on est dans le timing là. Ouais. Un peu long peut-être. Hein. Donc effectivement, il faut soigner particulièrement l'évacuation de l'eau dans la dépose totale. Donc je viens de vous parler du rejingot. Hop.
Il y a aussi une chose que l'on fait quelquefois, c'est que quand l'appui de fenêtre il est fendu, enfin quand pas l'appui ou la coudière si vous voulez est fendu, on essaye de faire une pièce d'appui beaucoup plus large pour aller chercher la partie saine de l'appui, pour pouvoir faire l'étanchéité plus loin. Donc ça c'était pour refaire. Et après, au niveau de l'étanchéité entre le bois et la maçonnerie, on pose un joint compris-bande que l'on fait remonter. Alors moi j'ai appris, on démarre par le haut et on fait le tour et on refinit sur le haut. Et après on complète avec un joint polyuréthane. On peut aussi parfois utiliser, mais là il y a un débat là, c'est dans le métier, l'utilisation de la mousse polyuréthane en isolation. Est-ce qu'il y en a qui en pratiquent parce que c'est interdit, hein, mais moi personnellement ça m'arrive d'en utiliser. Très concrètement, pour aller chercher une isolation parfaite dans une menuiserie lyonnaise sur un escabeau, derrière un mur en pierre et une embrasure bois, une fois que la mise en place est faite, c'est pas évident d'aller vraiment colmater correctement, soit par un joint, soit... Alors, il y a les silicones extérieurs, on peut en mettre de partout. Mais moi, personnellement, j'utilise de la mousse polyuréthane qui va être cachée derrière le tableau. Donc, j'y vais avec précaution, parce que c'est presque interdit. Et voilà. Tu mets ça derrière. Je mets derrière l'embrasure bois parce que j'ai quand même peut-être plus de chances d'aller chercher quelque chose qui est caché, que je ne vois pas, sur lequel je n'aurai aussi pas de contrôle, avec un pistolet de mousse polyuréthane sur lequel ensuite va être repris une embrasure, voire un couvre-joint, un silicone à l'extérieur. Elle est super cachée, la mousse. Hein. Et celui qui la trouve, eh ben, il est champion du monde. Hein. Elle se dégrade, apparemment. C'est pas étanche, c'est pas étanche, voilà. Faut pas compter ça pour l'étanchéité, mais pour boucher l'air, pour boucher le trou, l'espace qu'il y a entre la menuiserie et le bois, s'il y a une étanchéité extérieure, pourquoi pas? Alors, sa propriété maximum, c'est qu'il faut qu'elle soit aussi à l'abri de la lumière. Donc là... Voilà, on va se rassurer un peu en se disant que dans ce cas-là, elle est vraiment bien cachée, elle est vraiment à l'abri de la lumière. Elle va être soumise à peut-être un peu d'humidité, mais quand même très peu. Si on préconise des couvre-joints, une étanchéité extérieure ou d'autres pratiques, voilà. Alors on ne fait pas que ça, on n'en achète pas des silos, hein, mais quand même, j'ai du mal à trouver autre chose que ce produit dans des circonstances de pose, entre guillemets, lyonnaises ou inaccessibles sur des menuiseries qui font plus de 2 mètres, avec des allèges qui sont allèges. Donc la hauteur de l'appui de la fenêtre, on se retrouve avec une menuiserie à 2,80 m de haut, en partie haute, quoi. Voilà, mais s'il y a d'autres solutions à préconiser à l'ensemble de la salle, n'hésitez pas. Mais j'aime bien ma mousse quand même. Alors après, la solution que nous on utilise aussi pour rentrer la menuiserie sans avoir à démonter toutes les embrasures bois, c'est de fabriquer la menuiserie plus courte, c'est-à-dire qu'elle passe entre la tablette et le haut de l'embrasure bois, hein, de façon à pouvoir la rentrer en biais, pouvoir l'appuyer sur le mur, puisque c'est ce qui est important pour pouvoir faire l'étanchéité, et puis rajouter on va appeler ça une fourrure, sur la traverse dormante haute pour pouvoir compléter, parce que l'étanchéité en haut a la moins d'importance. C'est pas là où ça prend l'eau, c'est pas là où et c'est plus facile de faire comme ça. Bon, après c'est on va peut-être passer quand même un petit peu un peu rapidement. Après, le remplacement des poses totales, c'est le savoir-faire du poseur, aligner les jets d'eau, regarder le gauche, mais je pense que tous les menuisiers le font. Une légère tendance à ce que la fenêtre se ferme plutôt qu'elle s'ouvre. Ouais, c'est vrai que c'est du vécu, ça. C'est plutôt ça. C'est le client qui arrive. Vous avez passé une journée sur votre fenêtre et il suffit qu'il y ait un léger gauche, qu'il y ait un niveau. Voilà, vous n'êtes pas bien en forme ce jour-là, vous avez déjà monté les fenêtres à la main, parce que évidemment ça passe pas dans l'ascenseur, et puis on a le ventail qui s'ouvre tout seul. Bon. Et dans ces cas-là, évidemment, le client n'a pas vu tout ce que vous avez fait toute la journée, mais c'est bien normal, c'est pas son métier. Hein.
Voilà, c'est les petits détails de poseurs ou de salariés, mais bon, il y a quand même de l'expérience souvent dans ce type de pose. Voilà, enfin, plutôt ça que l'inverse. Et puis, on va terminer par mettre les fixations en face des pommelles. Je ne sais pas si c'est une évidence, mais effectivement, c'est une obligation. Hein. Voilà pour la dépose totale. S'il vous plaît. Oui. J'ai une question concernant la fouillure de la maçonnerie. Oui. Bon, des fois, quand on voit les menuiseries lyonnaises, soit les maisons, elles ont bougé, Ouais. on a des faux aplombs, par Ouais. exemple. Donc, on a des trous entre la fenêtre, en fait, Ouais. et la fouillure. Quoi, Ouais. Donc, comment... Quand il y a beaucoup, Ouais, quand il y a beaucoup... Quand il y a beaucoup, comment on peut faire? On remet une fourrure en bois ou on met du fond de joint dans ces cas-là? délicat, hein. Ouais. Moi, c'est ce genre de préconisation. L'idée d'avoir une pièce de bois latérale, hein, pour être un peu schématique, dans lequel on va enfiler notre fenêtre. Ça peut nous permettre effectivement de poser un fond de joint ou un compris-bande sur cette pièce-là pour essayer de récupérer au mieux l'espace qui peut être problématique en étanchéité à l'air ou à l'eau, quoi. Il va de soi que ce type de configuration, c'est un peu complexe, mais en même temps, c'est ce qu'on retrouve sur des bâtiments qui ont plus de 50 ans, 100 ans. Donc moi, je pratique comme ça, quoi, souvent. Oui, la technique de Thierry, elle est un peu différente, je pense. Hein. Ah ben, nous sommes différents. Ouais. Et donc, si on regarde, donc, on a un tableau comme ça, on a toujours la feuillure. Et effectivement, quand ça, c'est pas à plomb et qu'on a besoin de mettre la fenêtre à plomb, moi, je me posais la question, est-ce qu'on pourrait pas, et Thierry, c'est un peu ce qu'il fait, poser la menuiserie comme ça, la future menuiserie comme ça, hein, bien sûr, et ici, avoir quelque chose qui permet de... Toi, c'est un petit peu ce que tu fais ça, hein, Voilà. Ouais. Qui permet effectivement de pouvoir compenser et de reprendre les faux aplombs. Ouais. Ça peut être une solution. Vas-y. Sur les tableaux bois irréguliers. Ouais. Parce que jusqu'à présent, on nous interdit d'utiliser la mousse. Ouais. Oui, on en vend toujours. Ouais. Bah, moi, il y a une autre solution éventuelle, mais je ne l'ai jamais utilisée, mais pourquoi pas? Je me posais la question, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être mettre une cornière aluminium ici qui, elle, reprendrait les déformations et elle serait à plomb et droite? D'ailleurs, les constructions neuves, actuellement, on ne pense pas au remplacement des fenêtres. Maintenant, on parle de faire des films étanches, que le bâtiment soit... Mais dans 30 ans, ces menuiseries superbes qu'on pose, quand il va falloir les déposer, le film, il n'y en aura plus. Et donc, je me pose la question si c'est pas aujourd'hui qu'il faut anticiper pour que quand on pose des fenêtres, quand on repose des fenêtres dans 30 ou 40 ans, que ce soit facile. Ouais, on a la possibilité, mais évidemment, tout dépend du contexte. Hein. Effectivement, le fait de rapporter une pièce ou une cornière qui décale légèrement le montant de la menuiserie neuve, ça peut permettre de retraiter à l'extérieur quand c'est possible par un couvre-joint, par différentes solutions, en sachant qu'on va chercher au maximum effectivement protéger cet endroit-là, hein, sur le côté des fenêtres, hein, et la partie basse. Mais à contrario, quand on pose une menuiserie PVC en rénovation, on nous demande que le profil extérieur ne touche pas le tableau, quoi. Donc il y a aussi à boire et à manger dans les solutions proposées. Mais moi, je pense vraiment que de décaler la menuiserie, bon, on ne parle pas de la décaler de 15 cm, hein, et de rapporter une pièce, ça me semble être une des solutions pour pouvoir travailler en ayant un peu plus d'espace sur cet endroit-là, quoi. Voilà. Et puis souvent, les menuiseries anciennes font 50, les menuiseries nouvelles font ou 60 ou 70. Ouais. Le tableau bois, il est souvent à peu près aligné au tableau pierre. Enfin, l'embrasure bois est alignée. Cette solution est peut-être une solution envisagée. Un peu complexe, mais pourquoi pas. En contrariété avec ces choses-là, en fait, on perd de lumière. Voilà.
on peut être amené à perdre de la lumière. On est d'accord que on va être... alors évidemment, si c'est un châssis inventail de 70 cm, si c'est une menuiserie qui fait 1m30, 1m20, 1m30 de large, quand on enlève une ancienne menuiserie à Lyon, généralement, la partie centrale est énorme comme ça. Donc ce qu'on va perdre, nous, sur la menuiserie neuve, on va vite le rattraper sur le clair de vitre, quoi. Et puis quelquefois sur Lyon, ici, on a aussi encore les volets qui sont accrochés. Donc voilà. Ça peut être une solution. Est-ce qu'il y a des questions ou des informations complémentaires sur ce type de peau, s'il y en a qui pratiquent ou s'il y en a qui découvrent, je ne sais pas. Ou, ça existe encore, on le fait. Voilà, c'est plus moyenâgeux. Non. Ok, ben on peut partir. Non, on passe à la dépose totale. Mais je pense qu'il faut faire. Ouais, mais tu as pris beaucoup de temps. Moi, je suis super content de parler de la pose en rénovation. Ah oui, la rénovation pour toi. Parce que là, on est au 21e siècle, quoi, maintenant. Voilà. C'est où que tu appuies? Parce que je n'ai pas vu. C'est là. D'accord. Là. Ok. On peut avancer. Alors, la pose rénovation, évidemment, une fenêtre dans la fenêtre. Mais c'est super facile à vendre, bizarrement, quoi. On en fait de plus en plus. On a un produit avec une gamme super élargie parce que M. Charignon, là, pour l'instant, il nous parlait que des fenêtres bois. Mais grâce au concept de la rénovation, on va pouvoir proposer une fenêtre dans la fenêtre en bois, en PVC, en alu, et on peut aller même sur de la menuiserie mixte. Moi, j'en ai jamais vu, mais il paraît que ça existe. Bois intérieur et alu extérieur. Donc, on est sur un schéma super large. Et il y a même des chances que ça soit le premier schéma que vous propose le client. Après, on s'adapte au client. Mais là, il y a quand même, en face d'un remplacement complet, où on propose un type de pose avec nos petits inconvénients qui sont juste qu'on va peut-être tout casser, mais on va quand même faire le boulot. On va changer la fenêtre complètement. Aujourd'hui, le principe rénovation, c'est la fenêtre dans la fenêtre. Il aura quelques avantages. C'est facile à vendre. Ah bah c'est super facile à vendre. Et on va voir les quelques inconvénients qui peuvent aussi se produire avec la fenêtre rénovation. Donc juste les avantages, mais on va passer là-dessus. Enfin, je vais aller assez vite. Évidemment, si on vend une fenêtre en bois, on va dire que c'est plus joli. Qu'éventuellement, si un client qui nous demande une fenêtre écologique, on va pouvoir lui proposer une menuiserie avec un bois écologique sans aller chercher au Brésil. Donc, on va quand même essayer de défendre le bois. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vais quand même proposer, parce qu'on peut peut-être aussi défendre un peu nos métiers. Alors, sur le PVC, évidemment, le prix, voilà. Le prix immédiat, on va dire. Le prix immédiat. Bon, peut-être que ça s'améliore, mais qu'est-ce que vont devenir ces fenêtres dans 40 ans? Voilà. Et tu es déjà dans la durabilité. On ne sera plus là, mais c'est ce que disent tous les clients. Voilà. Ils disent, moi, de toute façon, dans 5 ans, je ne suis plus là, je m'en fous. Voilà. Ouais. Mais heureusement que les anciens, ils n'ont pas pensé pareil. Voilà, alors c'est un vrai discours qu'on a après avec le client, mais c'est bien, vu qu'on aime bien discuter. Donc, menuiserie PVC, voilà, il y a la question du prix, évidemment. La question où on n'a pas d'entretien, il n'y a pas de peinture, c'est génial. Surtout, on ne les peint pas. Super. Par contre, s'il jaunit dans 10 ans, il se peint tout seul, quoi. Voilà. Donc, globalement, il prend de la couleur par lui-même. Ça se peint pas, peut-être, mais c'est vrai qu'est-ce qu'il ne vaut pas mieux repeindre les menuiseries 2 fois en 40 ans et pas avoir à les remplacer? Voilà. Pourquoi pas? Voilà. Menuiserie bois. Bon, vous l'aurez compris. On n'est pas le bois. Avec le PVC, on a un petit peu de mal, mais... évidemment, dans la... Ouais. Un recul? Alors, on a un recul avec les menuiseries d'il y a 30 ans ou d'il y a 25 ans. Voilà, moi, j'ai déjà remplacé des menuiseries PVC que j'avais posées pour du bois. Voilà, les premières rénovations... premières menuiseries PVC qui, effectivement, étaient... mes voisins, ils ont posé des menuiseries en rénovation, donc c'est une maison d'enfants, il y a une centaine de menuiseries. Ils ne remettront pas du PVC. Ils l'ont posé en rénovation, c'était facile, c'était pas cher, ça a 25 ans. Voilà.
Ah ben, c'est pas inerte, hein. Il y a la couleur, il y a le ventail aussi, il y a le poids des vitrages isolants, il y a le poids aussi de la manière dont est fabriquée la fenêtre, hein. Parce qu'on a tout, si on peut avoir des fenêtres avec des doubles chambres, des renforts à l'intérieur, mais on peut ne pas y avoir aussi. Tout dépend de la qualité du produit qu'on veut proposer en PVC, hein. On dit pas on est... Il y a les joints. Il y a le problème de la maintenance de la fenêtre PVC. Un ventail qui bat trop fort sur un coup de vent, Voilà. fiche, etc. Voilà. Exactement. Il y a la problématique du service Ça sera la même après-vente, chose pour l'alu aussi. Hein. Ouais, pour l'alu, on a le même problème, hein. Ouais. On peut se retrouver dans 15 ans ou dans 20 ans à changer de menuiserie alu simplement parce qu'en fait, on ne retrouve plus le mécanisme de fermeture. Les accessoires qui vont avec, ça n'existe plus parce qu'il y a eu une multitude de séries et de profilés qui ont changé. Et du coup, ben, vous vous retrouvez à dire au client, bah ouais, elle ferme, mais enfin, on ne peut plus la condamner, quoi. Ou la pommelle est... Même problème en gros, hein. Tu vas pas retrouver une crémeuse d'il y a 50 ans. Eh ben bizarrement, quand même. C'est pas faux, mais je dirais que c'est pas vrai non plus. Je passe sur l'alu. Bon, l'alu, on retrouve vitrage, on gagne en clair de vitre. Bon, tous les avantages de l'alu, hein. En pose Renault, ça se pratique là aussi avec des fabricants qui proposent quand même des choix de produits qui sont... En alu, vous avez qualité, hein. des menuiseries alu avec des ouvrants cachés qui, effectivement, quand vous avez posé la menuiserie en rénovation, la taille de ce qui est pris en vitrage, enfin ce qui est pris en dormant, ça prend pas beaucoup de lumière, quoi. Voilà. Le PVC, souvent, dans certains cas, on pense notamment à des grands passages. Si vous posez une fenêtre rue Garibaldi à Lyon ou dans des passages à fort impact routier, entre guillemets, c'est vrai qu'en termes d'isolation phonique, par rapport aux joints de menuiserie bois, il y a quand même une performance supérieure. C'est indéniable. Ça se retrouve... enfin, c'est même incomparable, hein, compte tenu des joints de fabrication de menuiserie PVC. Voilà. C'est vrai que c'est à contrario, c'est compliqué parfois de proposer une fenêtre. Enfin, si le client veut une fenêtre rénovation bois ou une rénovation PVC dans un endroit où vous avez une trémie en bas de chez vous ou une circulation importante, c'est certain que la menuiserie PVC a des performances supérieures en termes d'acoustique. Tu veux que j'aille ? Attendez, on vous entend pas. Hop, on arrive. Merci. Je voulais juste remarquer qu'en fait, le PVC, les profils sont énormes. Donc, on a une perte de clair de jour énorme aussi. Donc, oui. c'est quand même un gros souci. Oui, c'est vrai. Voilà. Au niveau de l'acoustique, il faut quand même penser qu'on a un support. On a le cadre qui est en bois. Donc, on n'a qu'une partie qui est en PVC. Donc ça réduit quand même la performance. Ouais, c'est juste. Ouais. Et au niveau thermique, c'est une catastrophe. Enfin, que ce soit en PVC, mais la rénovation, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, on perd tout au niveau du cadre. Ça me fait plaisir. Ouais, très juste. La pose en rénovation, vous dites, fait perdre la qualité, les performances du PVC. Voilà. J'avais quelques avantages, mais on va vite retrouver évidemment meilleur prix d'achat. Évidemment, ça se pose vite, donc forcément rapport qualité-prix vendu, bah forcément on est moins cher. Et surtout pas de dégradation intérieure. Alors ça, c'est royal, hein. Enfin, je parle, c'est ce qu'attendent certains clients. Entre faire beaucoup de poussière, déposer des fenêtres qui vont nous faire tomber, machin, etc., et arriver, mettre en place sa fenêtre, 4 vis, son silicone, je caricature évidemment, c'est là pour le coup on manque d'arguments pour la dépose totale, quoi. Parce que l'argument numéro 1, c'est quand même, ça correspond à notre société d'aujourd'hui. J'ai rapidement, très bien, c'est pas cher, voilà, c'est ce qu'on retrouve au quotidien sur ce type de pose, hein. Mais ça reste, c'est les avantages. Voilà, c'est du jetable. C'est du jetable, quoi. Alors, les inconvénients, allez-y. Oui, je voulais juste rajouter qu'en fait, vous avez normalement un rôle de conseil. Oui. Et qu'actuellement, dans la démarche je veux dire, si on fait de la rénovation, c'est pour apporter une qualité thermique. Ouais. Et que c'est extrêmement important d'insister sur le fait que la fenêtre en rénovation n'est pas efficace. Je suis d'accord. Voilà. Mais c'est extrêmement difficile de dire à un client qui a déjà 4 devis, en face de, je le rappelle, hein, il ne faut pas être menuisier pour faire ça. Il faut être un bon vendeur, former quelques poseurs. Voilà, nous, on va arriver avec nos arguments de menuisier. C'est pas évident,
mais ça peut parfois être entendu. Si moi je considère que une pause rénovation va à l'encontre de ce que peut attendre le client, va à l'encontre d'une éthique, d'une déontologie, je ferai pas le chantier, je laisserai ce chantier à mes concurrents et je serai même très content de partir. Il faut savoir dire non parce que c'est notre métier qui est en jeu. Voilà. Mais pas tout le monde sait poser les menuiseries en dépose totale. Donc si tout le monde devait le faire, on serait pas assez nombreux. Hein. Pardon. Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu. Vous dites que c'est pas. Pardon. Vous dites que c'est moins performant de changer, enfin de faire un travail en rénovation qu'en changement total. Oui. Très bien. Comment vous le prouvez? Eh ben, je vais vous le prouver tout de suite. Alors, comment vous le prouvez? C'est-à-dire qu'en gros, vous allez garder le bâti existant, donc vous allez avoir un pont thermique linéique tout autour de la menuiserie, oui. Ce qui va se traduire par une déperdition supplémentaire. Oui. Donc, c'est-à-dire finalement, entre la menuiserie performante qu'on pose et le gain énergétique qu'on est censé avoir, on va pas avoir autant qu'on devrait avoir. C'est exact. D'accord. Donc, comment on le démontre d'une manière relativement simple. Oui, vis-à-vis en du termes client, de rentabilité. C'est-à-dire que si on montre au client que le fait de déposer tout, c'est à la fois meilleur, plus agréable, enfin, c'est mieux en tout, et surtout, finalement, il y gagne dans son investissement, peut-être que là, ça peut peut-être l'aider à changer, même si il va mettre plus cher. Oui, tout à fait. En fait, c'est très vendeur. Je comprends la question. Là, on est dans un esprit de vente. C'est-à-dire, quand vous montrez ça au client, il va dire super, le double vitrage, archi performant, quoi. Mais si vous le montrez, vous lui expliquez que la fenêtre va être posée dans l'ancienne fenêtre et que forcément, le raccord entre l'ancienne fenêtre et la fenêtre neuve hyper performante, il va y avoir juste une petite problématique, c'est à la jonction de ces deux menuiseries. Il va y avoir juste une problématique, c'est la périphérie du cadre. Il va y avoir juste une problématique, c'est l'état général du cadre. Mais là, c'est notre métier. Hein. C'est notre métier. Oui. Ce pont thermique pourrait en partir la décision. Bien sûr. Je pense que c'est comparant deux solutions totales ou rénovation. Bien sûr. Je pense que c'est pas toujours évident que ce soit pas bien la pose en rénovation. Ça dépend des cas. Il y a des bâtiments pas très anciens, d'une quarantaine d'années, où la pose en rénovation peut être très bien. Oui. 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 Une intervention. Je suis thermicien, bureau d'études thermiques. Oui. Je fais de la rénovation de vieux bâtiments. Oui. Quand vous avez des cadres bois, que vous les laissez, la partie châssis fixe, vous la laissez. Ouais. Donc le mieux, c'est vous poser au nu intérieur. Vous pouvez reprendre les mêmes cotes, de recalquer en fait le châssis, forcément le raccourcir. Donc c'est du travail sur mesure. Là, le menuisier travaille pour autant, puisqu'il va faire un vrai nouveau cadre sur mesure. Ouais. Vous plaquez plein l'intérieur. Vous avez vos joints compris bande qui est compris entre l'ancien cadre et le nouveau cadre. Ouais. Donc l'étanchéité à l'air est parfaite. Et vous diminuez votre pont thermique puisque vous avez une double épaisseur de bois. Ouais. L'ancien cadre, vous le laissez à l'extérieur ou à l'intérieur? Non, à l'extérieur. L'ancien cadre, vous le laissez à l'extérieur. Et ensuite, vous rajoutez une bavette par l'extérieur, métallique. Donc, vous faites une bavette métallique qui reprend toute l'épaisseur du nouveau châssis, qui va être effectivement plus épais côté extérieur. Alors, inconvénient, vous décalez la fenêtre à l'intérieur, donc vous perdez un peu plus son clair du jour, puisque vous augmentez l'ombre portée des tableaux. Oui. Mais vous perdez que 5 cm, 6 cm. Alors, il faut voir, la fonction première de la fenêtre, c'est de renvoyer l'eau quand même à l'extérieur. Est-ce que l'ancien cadre, il est étanche? Et est-ce que ce que l'on va faire, ça va être durable? Là encore, travail du menuisier. S'il doit reprendre le cadre, et notamment, justement, vous parliez des réalignements des trous en partie basse pour l'évacuation de l'eau. Là, il faut qu'il réaligne, effectivement. Il faut que ces fenêtres correspondent. Donc, il va devoir peut-être repercer, etc. Il faut donc que les évacuations de l'eau de la fenêtre que vous mettez traversent l'ancien cadre pour venir sortir à l'extérieur. Voilà, tout à fait. Moi, je l'ai fait faire par un menuisier. Alors, et ça se passe très bien. Voilà, l'idée, c'est pas de dire être un cas général. Ça n'est pas possible parce que ça existe et qu'on en fait. La question, c'est la configuration, 2, la possibilité de le faire, d'accord, et 3, de pouvoir garantir au client
qu'en fait, avec sa menuiserie en vitrage 4-16-4, 4-24, 4 ce que vous voulez, le cadre, il va quand même durer encore, le cadre dormant qui puisse encore durer une quinzaine d'années, qu'on se retrouve pas à changer, à se retrouver avec des problématiques d'infiltration d'eau, de performance au bruit qui diminue. Enfin, faut quand même être clair, si on fait pas correctement le boulot, ce type de pause, ça peut nous amener quelques soucis. À partir du moment où on a touché le dormant et qu'on travaille, on est responsable. Donc, faut bien veiller au diagnostic, mais évidemment, ça va être la base de ce remplacement. Mais est-ce qu'on a toujours le choix face à un client, face à une insistance, face à une conjoncture économique? Voilà. Ça, c'est commercial, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir des approches techniques. Et quelquefois, techniquement, la liaison du cadre avec la menuiserie est bien faite. Et dans ce cas-là, effectivement, pourquoi pas ne pas proposer une pause en réno. Oui. Bonjour. Donc au niveau du prix, quel est à peu près le ratio entre fenêtre de rénovation ou remplacement total? Et au niveau des coefficients de déperdition thermique, qu'est-ce qu'on peut espérer en rénovation? Entre 20 et 25%, moi je dirais, du prix. Pour moi. En plus, oui. En plus, pour une dépose totale, par rapport à un remplacement en conservant le cadre. Ça plus les réparations intérieures quand il y en a. Mais suivant comment on la dépose, on peut ne pas en avoir beaucoup. Oui, moi j'interviens sur Lyon, une dépose en remplacement complet, avec volet bois intérieur. Il n'y a pas d'autres intervenants, si ce n'est un peintre, qui va apporter une finition. Mais généralement, c'est du clé en main, même en dépose totale. Hein. On est capable de remplacer une fenêtre en dépose totale sans pour autant dégrader l'intérieur, tout casser, avec embrasure bois, avec volet bois intérieur. On peut le faire sans faire passer un maçon, un peintre. C'est possible. Bon, encore une ou deux questions, mais après il faudra laisser de la place. Il y a un deuxième intervenant. Oui, c'est vrai. C'est un doublage, mais ça n'empêche pas de... Alors, de plus en plus, on nous demande de tout faire. Hein. Voilà. On est d'accord. Je parlais de la fenêtre lyonnaise où les doublages intérieurs sont quasi inexistants. Donc, effectivement, dans une maison avec un doublage intérieur, la dépose totale inclut effectivement des dégradations. C'est certain. Donc, un prix. Juste pour finir par rapport au prix... est-ce que c'est... Alors, évidemment, c'est compliqué. Hein, moi j'ai une question. Oui. Dans le cas d'un remplacement total, vous dites vous refaites la maçonnerie si besoin, mais si les tableaux sont trop abîmés, vous allez jusqu'au bout, vous ne faites pas appel à un maçon. Enfin, est-ce que dans certains cas... Si, on peut préconiser... vous êtes contraint de faire appel à un maçon. Le problème, ça va être de le trouver, le maçon, parce que l'amener pour faire ça va peut-être pas être facile. Si on a, je sais pas, une dizaine ou 30 fenêtres ou... Peut-être, mais c'est pas ce qu'ils aiment. Hein bon, juste un petit détail, évidemment sur ce type de pose, mais c'est le bon sens, hein, on en a parlé, les contrôles, pièces d'appui. Il y a quand même une chose dont on n'a pas parlé, c'est ça, que ça soit pour la pose rénovation, le remplacement complet. Hein. Ventilation existante quand il y a une VMC, pas de souci. On change la fenêtre, on remet les grilles là où elles étaient. Qu'est-ce qu'on fait quand on change une fenêtre et qu'il n'y a pas de ventilation mécanique par rapport à ça? Vous faites quoi? Vous les faites les trous ou pas? Je sais pas, vous faites comment? S'il n'y a pas de ventilation mécanique dans la maison ou l'appartement, il n'est pas prévu d'en installer une. On a l'obligation de le faire. Voilà. Ça paraît, c'est une obligation. Hein. Grille d'entrée d'air, super, mais vous êtes face à un axe routier pareil. Voilà. Oui, ça peut être une catastrophe. Ouais. Mais c'est une obligation. Ça peut être tentant à l'écoute du client de lui dire vous allez mettre une menuiserie neuve avec un double vitrage super performant, une dépose totale, une rénovation, et on va faire des trous dans la menuiserie pour pouvoir mettre une grille de ventilation qui peut être hydro-réglable acoustique. Dans quelle règle alors entre une pièce humide et une
Je crois que c'est 45 mètres cubes heure pour une pièce sèche et beaucoup moins pour une pièce humide. Voilà. Vincent, il l'a dit, c'était marqué ça, 45 mètres cubes heure. D'accord. Oui. Voilà. Ouais. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point, parce qu'on peut aussi avoir un client qui nous dit non mais moi j'en veux pas de votre trou, il n'y en a pas. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut lui faire signer un papier en disant bah on est obligé de le faire. On l'a vu quand on a préparé les choses. Voilà, là je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Est-ce que de faire signer un document qui dit que le client va installer une ventilation mécanique dans les prochaines années nous couvre, nous protège en cas de sinistre derrière le meuble de la pourriture qui va s'installer parce que avec nos menuiseries performantes ça peut aller assez vite. Je sais pas, mais en tout cas dans le quotidien, ça arrive, on nous dit non, moi je veux pas de trou qui va faire du bruit, je veux pas vos grosses grilles qui sont moches. D'abord parce que je peux pas fermer mes volets, faut me couper mes volets. Voilà, là il y a bon, moi je les mets, je me protège, mais il y a des cas où on les pose pas. Voilà, donc boum. Ouais. Ouais. Donc dans un appartement. Attendez, excusez-moi. Parlez dans le micro, s'il vous plaît, puis après on va prendre une ou deux questions. Il faut vraiment laisser de la place au prochain intervenant. On a passé l'heure. Donc, m'entendez, c'est bon? Oui. Dans un appartement où l'on change toutes les fenêtres, les grilles d'aération, il faut en mettre à chacune des fenêtres, aussi bien dans les salles de bain, dans les salles à manger. Alors, justement, il y a des poseurs qui posent la question. Le thermicien dit ça, là, mais nous, ce qu'on a vu, c'était des documents du CSTB, ou je sais plus, c'était... Enfin, moi, il me semble avoir lu ça il y a 15 jours, quoi. C'était 45 mètres cubes heure pour les pièces sèches, et peut-être toutes, ou je ne sais plus s'il y avait une question de surface, et c'était 15 mètres cubes heure ou 22 mètres cubes heure pour les autres. Je pense que ça, on peut l'avoir dans notre syndicat, enfin, du moins, c'est assez facile de connaître l'information. Je ne pensais pas que c'était aussi important que ça. Pour clore le débat, les extractions se mettent uniquement dans les pièces humides, donc les grilles d'extraction sont dans les pièces humides. Si on a une VMC, si on a une VMC. Mais quand on n'en a pas de VMC. Quand on reste en ventilation naturelle, il y a aussi des grilles d'aération dans les pièces humides. Elles sont hautes et basses et elles sont généralement au niveau des murs. Si les gens les ont bouchées, c'est leur problème, ils doivent les déboucher. Dans le bâti ancien, c'est pas obligatoire. Si. Vous visitez tous les immeubles haussmanniens de Lyonnais ont des grilles de ventilation haute et basse dans les cuisines et dans les salles de bain. De construction de 1880. Donc nos anciens faisaient pas n'importe quoi. Donc les extractions étaient déjà prévues, il faut bien les laisser. Par contre, les entrées d'air, il faut forcément en mettre puisque vous extrayez l'air. Donc il faut bien les mettre au niveau de vos menuiseries ou au-dessus. On peut les mettre aussi au niveau des dormants. Hein. Oui, on a des dormants. Dans la traverseau de dormant. On peut aussi traverser le dormant. Hein, ça se fait en bois très facilement. Ouais. D'accord. Juste pour conclure, pour rappeler pourquoi ça a aussi autant de succès, hein, parce que on est quand même confronté beaucoup à ce type de pause. Je l'ai dit, pas de difficulté. Une sous-traitance d'exécution, hein, c'est là aussi que ça échappe au domaine du menuisier. Voilà. La fenêtre dans la fenêtre, la durabilité, quoi. Voilà. Maintenant, on a aussi le droit de se dire pourquoi est-ce que ça ne durerait pas très longtemps, quoi. Pourquoi est-ce que finalement ça ne serait pas se différencier dans notre approche de métier, de dire qu'effectivement c'est tentant de vendre, mais c'est aussi tentant de dire non, je pense que c'est ça qu'il vous faut, j'en suis même certain. Et si ça ne dure pas autant pour vous, ça durera pour vos enfants, ça durera pour vos petits-enfants. C'est plus simple que d'aller couper des arbres. Enfin bref, moi je pense que c'est un vrai argument aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je suis pas un vendeur de fenêtres, je suis menuisier. Et j'y tiens, quoi. Et j'aimerais bien que peut-être mes petits-enfants, le métier de menuisier, il existe encore, quoi, parce que on a perdu beaucoup de choses. Les fenêtres, on a perdu la pose de bloc-porte, on a perdu, si on fait le tour, le parquet. Si on voit tout ce qui s'échappe un petit peu de nos métiers, il y a des fois des résistances qu'il faut avoir, et ça va au-delà de l'économie, quoi. Alors c'est vrai qu'il faut vivre, mais on peut aussi vivre en étant dans une déontologie qui peut aider, quoi. Voilà. En tout cas, c'est mon approche. Bonne parole. Voilà. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Oui.
Et vous remercier de nous avoir écoutés. Merci à vous, hein, en tout cas. Merci.